Bienvenue dans Symbiose, le libre podcast qui vous aide à optimiser votre santé. C'est best of both worlds, comme on dit. Donc Loïc Ternicien qui est naturopathe. Bonjour Loïc. Salut Thémis, salut tout le monde. Et bienvenue à toi, on est ravis que tu sois là pour nous donner tous tes conseils, naturopathie, homéopathie aussi, c'est toi l'expert, donc j'espère que vous prendrez des notes. Et puis également avec nous, le médecin, le docteur, la blouse blanche en t-shirt noir aujourd'hui, c'est Doc Pablo. Bonjour Doc. Bonjour à tous, c'est un t-shirt noir Wikileaks avec écrit Truth dessus. Ah, voilà qui ça pose les bases. Voilà, la vérité. C'est la vérité. Ma religion, c'est la vérité. La vérité, la liberté de ton aussi, c'est ce qu'on vous propose dans Symbiose, le libre podcast. Et vous pouvez y participer en fait. C'est tout simple. Il suffit de nous laisser un vocal sur notre numéro via WhatsApp 07 56 88 98 18. C'est ce qu'on fait, par exemple, Inès, une jeune maman qui a besoin de conseils par rapport aux coliques de son bébé et puis son allaitement qui démarre bien, mais voilà, elle veut encore un petit peu plus de conseils. Et puis Adeline Blondiot, qui est notre VIP du jour, artiste, sophrologue qu'on adore ici à Symbiose. Et elle a des questions pour vous, messieurs, vous allez voir. En tout cas, cette émission, elle vous est présentée par Naturocompétences, qui propose des formations d'expertise et de spécialisation pour les naturopathes. Donc si vous l'aimez, partagez-la à tous ceux que ça peut intéresser autour de vous, et je sais qu'ils sont nombreux. Commentez-la aussi, on sera ravis de vous lire et de vous répondre. Likez cette émission si vous la kiffez. En tout cas, c'est parti pour Symbiose, le podcast, avec Adeline Blondiot, notre invitée. Et donc, comme promis en tout début d'émission, on est ravis de recevoir ici à Symbiose Adeline Blondiot, sophrologue, immense spécialiste de santé au naturel en plus. Donc, on est ravis, c'est ton endroit ici avec Doc Pablo, avec Loïc Ternicien. Bienvenue à toi. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Tout le plaisir est pour nous, d'autant plus que tu vas nous parler d'un sujet, j'ai honte, mais je n'avais jamais entendu ce mot, c'est l'andropause qui serait l'équivalent de la ménopause pour les hommes. Est-ce que c'est un petit peu ça, Adeline ? Oui, plus ou moins ça, parce qu'il y a certains symptômes, mots qui sont communs. J'avais envie, messieurs, que vous me parliez d'andropause ou de DALA, déficit androgénique lié à l'âge. Ce que j'observe parmi les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles traversent parfois très difficilement la ménopause, avec tous les maux et les symptômes qu'on connaît. Et puis, quelques années plus tard, un peu en décalage avec elles, comme une chambre d'écho, il y a monsieur qui commence à avoir des sautes d'humeur, de la tristesse, parfois des bouffées de chaleur. Et là, la femme qui avait été mise sur le grill pendant quelques années... Au moment où ça commence à s'équilibrer, peut se retourner vers son compagnon et s'apercevoir qu'il traverse certains, pas tous évidemment, je sais que c'est pas tous les hommes, mais certains traversent une période un peu fluctuante, déséquilibrante. Donc j'avais envie d'avoir vos avis, vos explications. Très bien. C'est une question vraiment intéressante et surtout très large. Enfin, je veux dire, ça concerne plus ou moins tous les hommes, Pablo, où on peut passer à travers l'andropause avec autant de facilité qu'à travers la ménopause si on se fait suivre par vos services. Comment ça se passe ? Il y a des choses à faire ? C'est moins systématique l'andropause que la ménopause. Les femmes, elles vivent toute une ménopause. L'andropause, il y a des hommes qui arrivent quand même à passer entre les gouttes et à maintenir des taux de testostérone, des taux hormonaux qui sont élevés très longtemps. C'est un phénomène qui est en augmentation. Il y a beaucoup de perturbations endocriniennes. Aujourd'hui, c'est un vrai problème de santé publique. Et donc, on a des niveaux de testostérone qui sont très bas, même chez les jeunes personnes aujourd'hui. Donc, voilà. Après, je pense que le phénomène de l'andropause tel qu'il a été décrit par Adeline, il est multiple. Mais moi personnellement, je fais de la médecine fonctionnelle et donc je fais beaucoup de prise en charge de la sénescence hormonale, on va dire, avec l'approche belge, Hertog, classique, classique, c'est pas tout à fait classique, mais c'est quand même une référence dans l'hormono où on va faire de la substitution hormonale avec des hormones bioidentiques. Et il y a effectivement aujourd'hui de plus en plus d'hommes qui vivent une andropause et de plus en plus jeunes surtout. C'est la tendance. Parce qu'il y a un environnement qui s'œstrogénise énormément. Les perturbateurs endocriniens sont
sont quasiment tous des perturbateurs œstrogéniques. Et puis, effectivement, il y a aussi des produits chimiques en fait dans notre environnement qui sont qui vont interférer aussi avec le métabolisme, on va dire, des hormones, et notamment chez l'homme de la testostérone. C'est une situation qui est moins compliquée, je trouve, à traiter par contre que la ménopause chez la femme, puisqu'il y a quand même qu'une seule voie hormonale qui va être impliquée chez les hommes, alors que chez les femmes, c'est plus compliqué. Parce que tu veux dire par là que chez les hommes, c'est la testostérone qui baisse, alors que chez les femmes, ça va être œstrogène, progestérone ? Oui, exactement. Chez les femmes, c'est œstrogène, progestérone. Après, toutes les hormones fonctionnent les unes avec les autres. Les femmes aussi ont de la testostérone. Voilà. Après, nous, chez l'homme aussi, il n'y a pas que la testostérone. Il y a toute une famille. Il y a la dihydrotestostérone aussi, qui a tendance justement qui va faire... par exemple, la testostérone classique, elle va donner le caractère, on va dire, solide, entre guillemets, de l'homme, assez conquérant, et puis va donner des beaux cheveux, par exemple, aux hommes, une bonne musculature. La dihydrotestostérone elle va tendance à faire perdre les cheveux à un moment donné. La calvitie qui est liée à la testostérone, c'est à se déacheter et à avoir des poils. Donc les chauves qui ont beaucoup de poils, en fait, c'est parce qu'ils ont une testostérone basse, si tu veux, et un DHT élevé. Et donc le raccourci qui dit que la testostérone fait perdre les cheveux, non, c'est pas tout à fait ça. C'est une autre forme de testostérone. Et ensuite, il y a d'autres formes d'hormones stéroïdes qui vont intervenir aussi, l'androstendione, tout ça, qui ont toutes, donc en fait, des fonctions particulières. Mais c'est vrai que la jeunesse de l'homme, c'est sur cette vraie testostérone. Qui chute très rapidement, ouais, tu le disais, Pablo. C'est intéressant la façon dont tu as posé le problème, Adeline, parce que si je comprends bien, c'est des femmes qui te parlent de l'andropause et des changements que ça peut faire dans leur couple, parce qu'elles qui ont vécu la ménopause, elles ont peut-être du mal à se remettre dans toutes ces problématiques, en plus en miroir avec leur conjoint, en fait, c'est ça ? En fait, les femmes qui ont traversé la ménopause et qui restent ménopausées de toute façon, vont arriver en se faisant accompagner de façon très différente selon chacune, évidemment, et selon la façon dont elles la vivent, vont avoir à un moment donné cet équilibrage qui va se faire. Et au moment où elles s'équilibrent, je m'aperçois que souvent, c'est le moment où le conjoint va rencontrer, alors c'est peut-être parce que les couples sont harmonisés au niveau de l'âge, vont rencontrer des échos en disant « Tiens, tu vois, là, t'es un peu triste. Tu vois, là, t'es un petit peu en colère. Peut-être que moi, en étant passé à travers cette moulinette-là, je peux t'aider et je peux te donner des tips. » L'autre chose, c'est que j'ai l'impression, et ça, je vois des hommes qui viennent me poser des questions et qui m'en parlent, c'est peut-être qu'on en parle plus parce que, comme vous le dites, docteur, il y a une pollution plus forte. Mais est-ce que la parole des hommes ne se libère pas un peu ? Parce que, justement, la parole des femmes s'est beaucoup libérée sur ce sujet. En tout cas, je pense que le phénomène d'andropause est très sous-évalué parce que la cause la plus fréquente en vrai chez les hommes de dépression, c'est un déficit en testostérone. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, particulièrement je pense en France, qui sont peut-être sous antidépresseurs alors qu'ils auraient besoin de testostérone bioidentique. Loïc, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que la parole des hommes se libère, Loïc ? Alors, on voit... En tout cas, je le vois en consultation et je rejoindrai ce point de vue par rapport à Adeline. C'est vrai que comme sur beaucoup de sujets, quand on pose la question, on a des réponses. Quand on ne pose pas la question, on n'a pas de réponse. Et c'est vrai que pendant très longtemps, l'homme avait cette espèce de figure ou de stature qui faisait qu'en gros, il y avait l'homme et il y avait la femme et il y avait cette espèce d'hystérie. Alors, c'était les mots qui étaient utilisés à certaines périodes de la vie. Sauf qu'on se rend compte maintenant qu'il y a on avance de plus en plus vers un repositionnement et que ce repositionnement fait que les hommes vont être souvent plus proches du côté de leur rôle de père, plus proches dans leur vie de couple et du coup plus proches d'eux-mêmes au travers de ça. Et le fait d'être plus proche d'eux-mêmes,
même si ça reste un homme et que ça peut toujours être délicat quand c'est la femme qui lui dit attention, là il y a peut-être des sautes d'humeur, il y a des choses qui sont en train de bouger parce que moi je l'ai vécu, donc je le vois chez toi. Il n'empêche que l'andropause n'est plus véritablement un gros mot et que bah, les hommes, de plus en plus d'hommes savent que ça existe et sont en mesure justement de prendre un peu de recul et de se dire oui là il se passe quelque chose et il y a quand même un autre paramètre. Bah, c'est quand même ça se passe dans le caleçon, c'est qu'il y a aussi des choses qui vont se passer chez l'homme qui viennent toucher à sa virilité, qui viennent toucher à sa posture masculine, qu'à partir d'un moment avec la baisse de testostérone, bah, ça peut avoir un impact sur l'érection, ça peut avoir un impact sur la libido, et bah, qu'automatiquement, bah, il va commencer aussi à se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, il peut se poser des questions vis-à-vis de ça et de l'équilibre hormonal, alors qu'avant, c'était juste je ne dis pas que ça ne l'est pas encore maintenant, mais ça va être un impact sur sa virilité. Donc on va plus aller vers une phase on aurait pu plus aller vers une phase de déni et de colère, alors qu'aujourd'hui, le fait que ces informations soient un petit peu plus courantes, eh bien, l'homme peut se poser des questions par rapport à la thématique et donc en parler. Et plus on en parle, plus on se pose des questions, plus on se pose des questions, plus les hommes vont se remettre en question dans cette période-là. L'homme qui manque de testostérone, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que dans la dynamique de couple, c'est très très important en fait. Parce qu'en fait, les hommes qui la testostérone en fait fait de toi un meilleur homme, un vrai père de famille en fait. Quand on augmente la testostérone, en fait, les hommes sont plus en forme, ils se sentent plus forts. Bon, ils le sont d'ailleurs réellement plus forts dans leur corps, mais ça les rend plus fidèles. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Une baisse de testostérone fait qu'un homme va être plus facilement infidèle. Et aujourd'hui, on a un petit problème, c'est que finalement, l'homme va se rendre compte, et effectivement, l'homme en état d'andropause va remarquer qu'il a une moins bonne qualité d'érection, par exemple, ou qu'il a une moins bonne érection. Mais aujourd'hui, on leur file du Viagra. Donc, on masque le problème, en fait, hormonal général. Le mec va prendre du Viagra, mais il va avoir tendance... Par contre, le Viagra ne va agir que sur la qualité de son érection, mais elle ne va pas du tout agir sur son problème hormonal global, en fait. Et effectivement, c'est l'hormone du bien-être et de la confiance en soi pour l'homme. Et aujourd'hui, tu vois, le cliché, c'est... moi, je vois que ça à Genève, parce que c'est un peu... c'est très fréquent, voilà. Donc, c'est le gars, le golden boy, le banquier... de la cinquantaine qui a réussi et tout ça. On est dans le cliché, là, je le sens arriver. On est dans le loup de Wall Street complètement, mais qui va du coup, qui va prendre de la coke pour sentir, finalement, pour pallier à son manque de confiance en lui de la baisse de testostérone et du Viagra pour aller aux prostituées, il va tromper sa femme à tour de bras et tout ça. Et en fait, si cette personne-là, on soignait son andropause, on lui fait monter sa testostérone, et bien dans son comportement, il va être plus heureux. Ce sera une vraie joie. Il ira pas vers ces espèces de fausses solutions, en fait. Oui, paradis artificiels qui sont des solutions à court terme. Oui, et il va vraiment, on l'expérimente avec les gars, tu les remets il va retrouver de la joie, la motivation dans la vie, être de nouveau excité par sa femme et avoir envie d'être fidèle et avoir envie d'être un bon père. C'est ça qui est assez incroyable, en fait, avec la testostérone. Quand la correction s'est faite sur mon truc. Donc c'est fou comme on est aussi très influencé par nos hormones. Et notre comportement aussi du coup qui peut être infidèle, trop à l'écoute de ses émotions, avoir peur de l'engagement, de la famille et tout ça, sont des signes chez les hommes de mauvais équilibre hormonal. C'est terrible ce que tu viens de dire, Pablo. Je réalise que toute ma vie, j'ai cru que le monde était beaucoup trop pétri dans la testostérone et peut-être qu'en réalité, les vrais problèmes du monde sont dus à une baisse de la testostérone chez les hommes qui nous gouvernent et voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ouais. En tout cas, l'avantage, c'est qu'il y a plein de remèdes. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour ça. Oui, parlez-nous-en. Oui. Alors, déjà, comment un homme peut faire tester sa T? Oui, comment il sait? Oui. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, donc il faut faire, il y a un bilan de base qui est pas très compliqué à faire. On fait tester la testostérone totale, testostérone libre, SHBG qui est la protéine de transport des hormones sexuelles dans le sang et tout ça. Et puis si on sait un petit peu, enfin un médecin qui sait un peu interpréter ces résultats, il y a pas trop de problème. Mais souvent, ça a pas grande valeur parce qu'en fait, c'est très variable et chaque homme un peu. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai la chance d'avoir
les enfants que je suis depuis, maintenant je commence à devenir un vieux médecin, maintenant je commence à avoir des gens qui ont grandi avec moi, ou alors des patients quand je les ai jeunes, je leur fais un dosage de testostérone jeune parce qu'en fait c'est vachement important de connaître, et ça malheureusement chez la plupart des patients on l'a pas parce que c'est pas fait dans les bilans de base des médecins. Si on connaît à ton pic, c'est-à-dire à la vingtaine, ton taux de testostérone, plus tard dans la vie on saura qu'est-ce qu'on veut atteindre en fait, quel est le but, parce qu'en fait un homme peut être en pleine forme avec, moi par exemple, ma testostérone, elle est en haut de la fourchette, je suis à 27, c'est proche du C'est un bon père de famille. Non, mais je suis pas du tout en plus. Mais bon, voilà. Mais peut-être que quand j'étais plus jeune, elle était max, elle était plus haute que ça, parce que je la connais pas. Mais en fait, il y a des gens, ils sont à la moitié, par exemple, il pourra avoir, c'est le taux qu'il lui faut pour son corps, parce que les hormones, c'est très particulier. Tu as une interaction entre le taux d'hormones et les récepteurs, donc on dose pas les récepteurs. Donc en fait, c'est comme c'est une combinaison des deux. Donc en fait, idéalement, il faudrait connaître le taux de la personne quand elle était jeune. C'est quelque chose qu'on a rarement, malheureusement. Donc après, on y va au feeling. Mais déjà, ce qu'on peut faire, ce qu'on remarque souvent, c'est donc bon, ça peut être intéressant de faire les dosages, mais ils vont pas beaucoup nous aider. Mais après, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il faut aller vers une diète qui va aussi favoriser l'équilibre hormonal et plutôt être bonne pour la testostérone. C'est-à-dire? En tout cas, le changement de lifestyle. Donc dans le lifestyle, déjà, manger une bonne alimentation, une vraie alimentation. Pour les hommes, il y a besoin quand même de pas mal de protéines. De pas mal de protéines, effectivement. Protéines animales, je suis désolé, c'est pas trop dans l'air du temps, mais c'est clairement un homme vegan, ça va être compliqué pour maintenir une testo correcte. Et donc beaucoup de protéines animales, et c'est surtout la façon, mais par contre, ce qui va pêcher souvent chez les hommes, c'est la façon de le cuire, en fait. C'est les huiles dans lesquelles on va cuire ça. Les huiles végétales, c'est une catastrophe aujourd'hui. La cuisson, en fait, la réaction de Maillard qui donne un goût délicieux, mais dans de mauvaises huiles végétales qui vont du coup rancir à la cuisson, ça va être un énorme problème. Et ça, c'est un des plus gros impacts en fait sur l'équilibre hormonal des hommes comme des femmes. Donc les cuissons. C'est-à-dire de la cuisson douce, enfin de la vapeur douce. C'est de la cuisson douce, voilà. Tout ça. Voilà. Mais après, quand tu veux manger une viande, ta côte de bœuf, c'est une hérésie. Donc, il faut la cuire soit dans du ghee, qui va être du beurre clarifié. Et du beurre clarifié, donc qui va pouvoir résister aux hautes températures. Quitte à faire je vois ta tête, Adeline, quitte à faire une petite finition au beurre à la fin, tu vois. Mais disons que dans la phase où tu vas vraiment saisir la viande et la cuire fort, il faut que ce soit dans du ghee ou alors du saindoux. Moi, je cuis souvent au saindoux, en fait, la graisse animale, en fait, ou la graisse de canard, ce genre de truc. Les graisses animales résistent vraiment bien aux hautes températures. Et donc, en fait, ça, c'est un truc tout bête, mais en tout cas, vraiment, la façon dont on va cuire, surtout nos viandes, peut nous mettre dans le dur, alors que c'est vrai que globalement, si on fait pas ces petites erreurs de cuisson, eh ben, on va avoir un bon profil hormonal. Le jaune d'œuf est plein de cholestérol. Le cholestérol, c'est bon, c'est le précurseur de la testostérone. Donc les hommes qu'on met aujourd'hui sous statine, c'est une catastrophe parce que les statines, ce médicament anti-cholestérol, on veut faire baisser le cholestérol avec ces médicaments, ben on fait baisser aussi le précurseur de la testostérone, et donc là c'est catastrophe industrielle. Autre ennemi en fait, donc après ces huiles végétales, et évidemment toute la bouffe industrielle. Deux autres ennemis, le sucre, évidemment, le sucre qui va faire que l'homme va prendre du gras, et la résistance à l'insuline, tout ça, et donc ce sucre va faire que quand tu vas prendre du gras, naturellement, tu vas avoir tendance, du coup, à faire moins de testostérone et à faire plus d'œstrogène. Le tissu graisseux est une source d'œstrogène. Et puis, l'alcool qui est vraiment aussi un gros baisseur de testostérone, si vous voulez. Donc l'alcool, ça va aussi être un problème. Si en plus, et une chance, le chocolat n'est pas dans la liste. Le chocolat n'est pas dans la liste. Et donc voilà, si d'un côté déjà moi j'ai des patients, des fois, vraiment, ils ont eu... tu vois vraiment la différence. On a fait un dosage de la testo, mais je leur fais faire... ils partent sur une diète, on va dire, paléo. En gros, assez paléo avec sans faire les petites erreurs avec de cuisson avec les huiles et ce genre de trucs, très 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 pauvres en sucre, et ils arrêtent ou ils diminuent beaucoup l'alcool.
ils le disent tout de suite. Ils se sentent beaucoup plus en forme. Au lit, c'est le jour et la nuit. Déjà, rien qu'avec ça. Après, on peut faire rentrer, je pense que Loïc va nous parler de plein de solutions, mais après, il y a des plantes adaptogènes qu'on peut utiliser sans aller tout de suite vers les hormones. Et puis après, évidemment, si on a vraiment un déficit et qu'on n'arrive pas à corriger avec toutes ces méthodes, on va dire déjà la diète et l'activité physique, hein, la musculation, le fait de soulever, d'aller soulever de la fonte, va faire monter aussi le taux de testostérone, le corps évidemment. Hein. Si tu développes une musculature, même chez les femmes, hein, si vous allez soulever du lourd à la salle, votre corps va va demander à produire cette hormone qui permet d'augmenter la masse musculaire. Et donc l'activité physique va être importante aussi. Et donc et puis après donc il y a le maca par exemple, le tonkatali, qui sont des trucs connus pour qui faire monter la testostérone de manière naturelle. C'est ces plantes adaptogènes qui vont aussi permettre d'aider. Et puis après, sinon, en dernier recours, on peut utiliser la testostérone, mais à ce moment-là, toujours des hormones bioidentiques, c'est-à-dire de la vraie testostérone, c'est-à-dire que sur la boîte du médicament, il y a écrit testostérone, il n'y a pas écrit c'est pas la traîne je sais même pas le nom de ce à partir du moment où on n'arrive pas à le lire, c'est pas bon, quoi. Non, mais à partir du moment où ça ne s'appelle pas comme la molécule, tu vois, c'est-à-dire par exemple pareil pour les hormones féminines. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu une patiente là qui a fait un cancer hormonodépendant et elle avait un traitement de la ménopause qui s'appelle Activelle, dans lequel il y a de l'œstradiol, mais la progestérone, c'est écrit norethystérone acétate. Donc ça, c'est pas bioidentique. Sinon, si c'était bioidentique, il y aurait écrit progestérone, tu vois ce que je veux dire. Donc, la molécule, elle a un nom. Donc en fait, si vous avez, il y a vraiment une différence entre les hormones synthétiques qui n'ont pas la même façon d'interagir avec les récepteurs et d'être éliminées par le corps et d'être reconnues par le corps, des hormones qui sont bioidentiques, qui sont pas forcément naturelles, mais où c'est la même molécule. Donc le corps, il sait faire avec. Et ces hormones-là, généralement, si elles sont bien utilisées, n'augmentent pas du tout le risque de cancer, voire le font baisser. Vas-y Loïc, je te reparle. J'adore cette émission en tout cas, Symbiose. Adeline, merci beaucoup d'être là avec ta question parce que on pensait être dans une émission nature et tout ça, et on se rappelle que finalement pour faire augmenter son taux de testostérone, rien de tel qu'un bon steak. Parce que tu me confirmes, Pablo, tu parlais de bœuf tout à l'heure, hein. Le bœuf par rapport au poulet, il y a une vraie différence en termes de protéines pour les hommes? Oui. La viande rouge, c'est la plus nutritive, et la plus nutritive de tous, c'est le bison. Moi, j'achète on va aller chasser ce week-end. Allez, on y va tous. Il y en a pas dans ton coin, je crois, de bison. Non, on a des taureaux et des flamants roses. Alors, transversal, du coup, j'ai entendu quelque chose qui est hyper intéressant, de faire le dosage hormonal sur un jeune homme au pic de la testostérone. C'est hyper intéressant. Est-ce que ce serait intéressant par effet miroir de faire la même chose sur les jeunes femmes? Oui, alors oui, en fait, c'est pas bête. Mais chez les jeunes femmes, c'est plus souvent fait. Quand on fouille les dossiers médicaux et tout, on retrouve, parce que c'est vrai que les filles, en tout cas, c'est vrai que doser la progestérone et l'œstrogène, c'est souvent chez les patientes, on cherche un peu, on fouille dans leur dossier, chez leur médecin et tout ça, leur gynéco, on souvent fait des dosages. Moi, je pense que ce serait vraiment top. Que je supplie pour en avoir un à 48 ans, hein, et c'était mon premier. Ouais, tu vois, c'est ça qui est dommage. Et le truc, c'est qu'on nous dit, ouais, mais le dosage de la progestérone, en fonction de comment on va, en fonction du cycle, en fonction de ci, en fonction de ça, c'est pas forcément très révélateur. Exactement. Chez les femmes, tu vas pas avoir un taux aussi, il est hyper variable en fait. Donc il faudra se mettre sur un point fixe. C'est vrai que ça va être plus difficile, mais c'est vrai que nous en médecine anti-âge, en tout cas de type approche hormonale, type AirTog, voilà. C'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de restaurer les hormones au niveau de la période idéale, de la vingtaine, où vraiment le corps était au top au niveau hormonal. Et donc d'avoir cette information-là, c'est quand même vraiment c'est un plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire. Après, c'est vachement sur le ressenti. Tu vas le doser. Les hormones, c'est beaucoup. Stéphane Résimond, qui est un de mes amis et qui était un de mes formateurs là-dedans, il dit c'est super aussi quand on a les dosages et tout ça, mais même si on n'a pas les dosages,
c'est un peu, c'est au feeling. Si tu connais les symptômes de ce que provoque chaque hormone, tu peux savoir justement où est-ce que tu en es. Donc, il faut des patients un peu intelligents et qui sont capables de comprendre et de se prêter au jeu et Et puis sensibles, qui sont à l'écoute de leur corps. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, Loïc, si on n'est pas fanat de barbecue? Bon, déjà, l'hygiène de vie, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter à ce que dit Pablo. Faire du sport, lever de la fonte, avoir une alimentation qui est adaptée. Après, je rejoins sur les plantes adaptogènes, c'est-à-dire que on sait qu'en temps normal, à partir de la quarantaine, l'homme perd à peu près 10% de son taux de testostérone par décennie. Là, les plantes adaptogènes sont des plantes qui vont permettre à l'organisme de se soutenir dans les situations de stress. Et il y en a qui vont agir sur le côté hormonal. Pablo a cité une des reines dans ce cas-là, c'est le maca, qui est une tonique sexuelle parce qu'elle va avoir une action sur la testostérone. Ensuite, il y a d'autres plantes intéressantes. On pense au palmier nain, qui lui aussi va avoir une action au niveau de la testostérone. Et l'ashwagandha aussi, qui peut avoir un impact dans ce cas-là. Donc déjà, de base, le travail avec les plantes adaptogènes va avoir une action qui va être très générale, en plus de certains compléments alimentaires qu'on peut ajouter. Parmi les plantes, enfin c'est pas vraiment une plante pour le coup, mais c'est souvent résumé comme ça, faut jamais oublier le produit des abeilles, le pollen. Le pollen est très riche en testostérone et en protéines. Et du coup, le fait d'avoir une supplémentation qui peut être quotidienne de pollen qu'on peut rajouter dans le café, ça n'a pas de goût. Ou pas trop de Si, ça a goût. un goût. Moi, je trouve que le mien a pas de goût. Un bon goût. Presque le même goût que le miel, c'est quand même un Ouais, goût. mais bon, on va dire que je suis herboriste et que j'ai bu tellement de trucs dégueulasses dans ma vie que moi, ça n'a pas de goût. Et donc, cet effet de consommer du pollen régulièrement va pouvoir soutenir en fait la testostérone, va pouvoir aussi soutenir au niveau de l'équilibre hormonal. Non, mais t'as raison, tu vois, je vais me remettre. En plus, le pollen frais, c'est vraiment merveilleux pour la barrière intestinale. Donc. Autre chose qu'on peut rajouter et qui va être excellent pour l'équilibre hormonal, ça va être le zinc. Le zinc, c'est quand même un des compléments alimentaires, un des oligo-éléments qui va être intéressant et qu'on peut donner aux hommes dans cette transition-là. Il y a aussi, faut pas oublier les oméga 3, tout ce qui va travailler sur l'équilibre hormonal. Les graines de citrouille aussi. Alors, on peut se faire une petite bouffe graines de citrouille pollen tous les matins. Comme ça, on va agir sur cet équilibre hormonal. Et un antioxydant qui, pour le coup, est fondamental pour les hommes à partir de 40 ans, c'est ce qu'on m'avait dit dans mes cours, pour prévenir de tous les problèmes d'hyperplasie bénigne de la prostate ou type cancer de prostate, c'est le lycopène, qui est l'antioxydant qu'on trouve dans la tomate, qui est hyper important. Et donc, comme c'est des conséquences liées au déséquilibre hormonal, prendre du lycopène peut aussi aider à éviter ce genre de problématique. Ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et la vitamine D aussi, on n'a aussi jamais assez. Et le soleil, en fait, les hommes, la baisse de la testostérone est beaucoup liée au fait qu'on est devenus des animaux d'intérieur. Et alors qu'en fait, on la base, on est des animaux d'extérieur. Hein. Et donc, être un maximum dehors va aussi aider à augmenter la testostérone. Le cycle veille-sommeil va être amélioré également. Et en hiver, quand on n'a pas la chance d'être forcément au soleil, se supplémenter en vitamine D, c'est quand même vraiment important. Donc voilà, on sort, on fait un bon barbecue avec des potes, on prend un petit peu de pollen dans son café, messieurs, et tout devrait bien se passer. Adeline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que ça répond un petit peu à tes questions. Oui, je trouve que c'est intéressant d'avoir des regards différents, des regards croisés sur une question comme ça qui commence à émerger. Et j'espère que les hommes, parce que quand on nous dit qu'il y en a pas il y en a genre 1 sur 3 qui est touché ou quelque chose comme ça. Je me demande parfois si c'est 1 sur 3 qui accepte de dire qu'il est touché ou si c'est réel, quoi. Parce que parfois, il y a des... Moi, je vois les femmes qui me disent « mais arrêtons de parler de ménopause, hein. Nos grands-mères n'en faisaient pas un cas aussi grand. » Bah oui, parce qu'elles avaient le droit de se taire. Donc... Oui, exactement. Et les hommes, en fait, ne sont concernés que par leur érection. Les hommes ne viennent que pour le côté, ils veulent avoir leur érection. Et alors qu'en fait, c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un truc qui est beaucoup plus vaste que ça. Et nous, par exemple, dans la clinique dans laquelle je travaille, j'ai la chance d'avoir un urologue exceptionnel, Guillaume Altvec, qui fait des approches assez géniales et qui traite les problèmes d'érection avec,
tous les trucs qu'on a discutés là, hein, donc on va passer vraiment par la diète déjà, revoir la diète, l'activité physique et les adaptogènes qu'on entend parler, et puis des traitements de radiofréquences, avec ils ont des espèces de pompes aspirantes aussi, et des ondes de choc pour retravailler les corps caverneux, parce que les corps caverneux avec l'âge ils peuvent s'encrasser un petit peu si tu veux, donc on va aller les nettoyer, lui redonner une nouvelle jeunesse au pénis, mais qui sera plus naturelle. Dans quoi tourne cette émission? Dans ma clinique, je trouve ça extraordinaire. Cela dit, tu vois, par rapport aux érections, oui, du côté des hommes, mais ce que j'aperçois, c'est beaucoup les femmes qui disent il est plus triste, il est moins enjoué, il a des sautes d'humeur, il a plein de minou, des choses comme ça. C'est ce que je dis justement, c'est-à-dire que l'homme, il va être plus triste, mais il va pas vouloir en parler, parce que c'est un homme, il en parle pas. Eh oui, c'est un bonhomme. Donc, il vient nous voir juste pour son histoire d'érection, et en gros, il veut qu'on lui file du Viagra, tu vois, et tu règles rien comme ça en fait. Alors qu'effectivement, si on creuse un peu, qu'on discute, moins d'énergie, moins de motivation, tout ça. Et en fait, c'est là que c'est très intéressant de le prendre de manière globale, comme on en a discuté dans cette émission, et avec donc des petites techniques aussi, des traitements, on va dire, traiter l'érection avec ces traitements alternatifs aussi, qui vont être intéressants, mais pas juste le Viagra qui va masquer le problème en fait, et pas régler le problème complet, quoi. Loïc, tu voulais ajouter ? Oui, il y a un remède que j'ai oublié de lister et qui est vraiment super, c'est testostérone en dilution en 5CH. On peut prendre 10 granules par semaine et ça permet d'augmenter la testostérone de la personne qui le prend. Et une fois qu'on avance, on peut basculer en 9CH pour revenir à une fonction d'équilibre jusqu'à ce que ça se réharmonise dans l'organisme de l'homme en question. Et le shilajit, je ne sais pas si vous connaissez le shilajit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette espèce de pâte, il connaît Loïc, regardez ça. C'est quoi Loïc ? Ça ressemble à de la mélasse, mais c'est une mélasse qui vient de la montagne en fait, c'est le sang de la montagne, dans des montagnes très très hautes, l'Himalaya, celui-là il vient de l'Altaï en Russie. Donc c'est un concentré en fait de terres qui ont créé cette résine en fait, qui est pleine de minéraux et notamment d'acide fulvique et d'acide humique, qui sont deux molécules qui détoxifient et qui sont assez et qui augmentent justement les bonnes hormones et on va dire neutralisent les perturbateurs endocriniens. Donc ça peut être un bon truc. Pour les femmes, c'est pas mal. J'espère que vous avez tous pris note, vous qui nous écoutez sur Symbiose. Adeline, merci 1000 fois. Je t'ai présenté tout à l'heure comme sophrologue, mais tu es tellement plus que ça. Et ce chemin vers la santé au naturel, on est plein d'admiration pour ça. Donc vraiment, c'était un honneur de t'avoir dans Symbiose. Merci beaucoup. C'est hyper gentil. Merci beaucoup à vous. Dans Symbiose, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a Inès qui nous a rejoint pour nous parler bébé. Et moi, j'adore quand ça parle bébé dans l'émission, hein, je vous le dis direct, c'est ma grande passion. Donc là, ton bébé a des coliques et tu veux nous parler d'allaitement aussi, Inès. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment ? Bienvenue à toi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour. Écoutez, je suis jeune maman depuis maintenant 1 mois avec l'allaitement qui s'est mis en place très facilement depuis le début. Il n'y a pas eu de soucis de coliques depuis le début, mais c'est arrivé petit à petit. Et je voulais savoir s'il y avait des choses qu'on pouvait mettre en place pour peut-être, je sais pas, favoriser un meilleur allaitement, éviter peut-être ces coliques. Est-ce qu'on peut directement faire des choses pour soulager bébé aussi ? Donc voilà, écoutez, je suis preneuse de tout bon conseil. C'est ton premier enfant, Inès ? D'accord. Alors, le doc, quand on reçoit une jeune maman comme ça, avec un petit bébé d'1 mois et qui se pose toutes ces belles questions pour être au top de la maternité, qu'est-ce qu'on fait pour aider son bébé avec des coliques et pour poursuivre cet allaitement qui commence bien, ce qui est déjà fort ? Ouais, la pédiatrie, pour moi, ça commence à dater un peu, mais... C'est vrai que notre Pablo, c'est un papy médecin. Non, mais j'ai quand même fait 2 ans de pédiatrie, donc ça va. Mais en fait, est-ce que déjà le transit est bon, tu vois ? Parce que en fait, souvent, il y a des histoires donc, de coliques, il y a aussi des histoires de reflux, il y a des histoires de transit. Est-ce que c'est un enfant qui fait facilement caca, quoi ? Jusque-là, ouais, il n'y a pas eu trop de soucis sur les transits, franchement. Ouais. Et pas trop de reflux non plus.
Il y en a eu un tout petit peu, mais vraiment c'était isolé. Non, ça va plutôt bien. S'il a un mois, on est Ouais. à la fin du méconium, hein, c'est ça, les cacas un petit peu jaunes, marron clair, c'est fini? Et il y en a. Non. Il y en a encore? Ouais, Il y c'est en a ça, encore, sur- ouais. Ouais. On arrive sur la 4e semaine là, donc c'est pour ça D'accord. qu'on est encore un petit peu débutant. Donc on est sur un problème de colique pure, puisqu'il n'y a pas de reflux, pas tellement, en tout cas pas beaucoup, tous les enfants ont un peu de reflux, mais il n'y a pas un vrai problème de reflux. Et puis il n'y a pas non plus de problème au niveau de l'exonération, donc c'est-à-dire l'enfant n'a pas de constipation, il a un transit régulier, d'accord? Tout à fait. Voilà. Il a des gaz, beaucoup. Ouais, depuis que les coliques sont arrivés, il y a des gaz, ouais. Voilà, donc il y a un microbiote qui est en train de se mettre en place, et puis effectivement peut-être un microbiote qui produit du gaz. Et donc vous, Inès, vous avez, c'est de l'allaitement 100%, c'est Oui. que votre lait qui reçoit. C'est exclusif, ouais. Ouais, donc c'est intéressant parce que tu vois, on a finalement, il a le lait maternel, et puis qu'est-ce qui a pu changer? Vous avez changé quelque chose dans l'alimentation? Il y a remarqué quelque chose? Alors j'ai essayé de faire un peu attention. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir changé grand-chose non plus. Non, j'ai pas vu de choses particulières. Et vous, chez vous, votre transit, il a changé à vous? Non. Parce que vous avez expérimenté depuis peu des ballonnements, Non, alors j'en ai quand même plus depuis l'accouchement, mais c'est quand même depuis l'accouchement. C'était pas quelque chose de récent là, qui aurait pu changer. D'accord. Et c'était comment cet accouchement, voix basse ou césarienne, Inès? C'était par voix basse. D'accord. Donc c'est ce que tu nous expliquais dans une précédente émission, hein, Pablo. C'est quand même meilleur pour un bébé au niveau de son microbiote. Oui, en tout cas, ça peut l'aider, ça. Il a récupéré la flore de sa mère au passage, et puis il continue de récupérer de la flore de sa mère. C'est assez fou, hein, d'ailleurs, comme c'est fait. C'est-à-dire que la barrière intestinale d'une mère qui allaite va se mettre à laisser passer des bactéries. Ces bactéries vont passer dans le sang sans créer de bactériémie. Complètement fou, et se retrouver dans le lait maternel aussi pour aller faire la flore du bébé. Ça, c'est complètement fou. Et puis il y a aussi la flore cutanée, hein, évidemment. Faut pas, la plaque aréolo-mamelonnaire est pas irritée, il y a pas de, parce que s'il y a un changement à ce niveau-là, l'enfant il peut éventuellement récupérer des mauvaises bactéries. Ouais, c'est vrai. Mais non, j'ai pas de Pas choses de mastite, particulières. d'infection. Alors j'en ai remarqué une petite, mais finalement c'était largement après les coliques là, donc non. Et je me posais quand même la question parce que c'est vrai que comme vous dites là sur les barrières cutanées et tout ça, j'ai quand même dû mettre régulièrement des crèmes à base de l'anoline pour justement prévenir tout ce qui est crevasse et tout ça. Donc par chance je n'en ai pas eu. Mais il y a régulièrement ces petites crèmes-là aussi. Et ça peut jouer un rôle. Ouais. Et alors, peut-être bizarrement ou peut-être pas, je ne sais pas. Ces crèmes-là, il y en avait beaucoup sur les mamelons au début, justement pour beaucoup prévenir. Et maintenant, j'en mets moins. Ah, donc oui, non. Voilà, c'est peut-être pas dans ce sens-là qu'on aurait pu attendre quelque chose. Mais après, ce que la maman va manger va passer dans le lait. Et donc les bébés, ils peuvent plus ou moins faire des coliques. Et ils vont plus ou moins aussi... apprécier d'ailleurs, des fois le goût du lait va changer, ils vont pas aimer certains aliments, donc vous allez vite le voir, et donc ça peut intervenir. Après moi, je j'ai pas une grosse idée à part le fait que on donnait des tisanes de fenouil, on faisait prendre du fenouil au bébé quand on était en pédiatrie pour ce type de problématique, donc je vais laisser la parole à Loïc maintenant. Le fenouil, c'est bien, mais tu m'as fait une transition de rêve là. Tu transites sur le fenouil vers le naturopathe, c'est magique. Je m'améliore. Ouais. Pour le fenouil, pour le coup, c'est pas juste. Oui, on va les donner aux bébés en infusion, donc à des dosages particuliers, hein, bien sûr, dans le cas où le bébé n'est pas allaité. Mais dans le cas où le bébé est allaité, c'est maman qui boit des tisanes de fenouil. Alors, Inès, tu peux prendre des infusions de fenouil si tu aimes le goût un peu anisé, mais il ne faudra pas s'étonner si, il me semble que c'est une mademoiselle, si mademoiselle tire un petit peu la gueule au début, parce qu'évidemment, le lait maternel aura un goût fenouil et ça peut être un tout petit peu surprenant. Parmi les autres remèdes, moi j'avais une petite question.
c'est que tu nous as dit donc que ces coliques sont présentes. Maintenant, est-ce que tu as déjà observé comment est-ce qu'elles sont améliorées? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va plutôt avoir une amélioration lorsqu'elle est en hyperextension? Donc, elle va avoir tendance, pour améliorer sa douleur, à s'étendre de tout son long, se tordre, se tortiller, ou pas du tout, déjà? Elle gigote beaucoup. Elle gigote beaucoup. Énormément, ouais, à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'extension? Alors là, tout de suite, je pourrais pas dire, mais effectivement, ça gigote beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a un remède homéopathique qui va être très intéressant en cas où on voit en fait que ce nourrisson a besoin de s'étendre, c'est Colophyllum, Caulophyllum, qui va être intéressant dans ce cas-là. Et si tu remarques à la place qu'il n'y a pas nécessairement d'étirement, mais par contre qu'il va y avoir la colique, les gaz, donc ça tu nous as parlé des deux, mais qui se suivent directement de celles qui vont être abondantes et pour le coup avec une caractéristique assez intéressante puisque les selles vont être plutôt en G, donc ça va être plutôt des expulsions de selles de type colique qui vont soulager le bébé a posteriori. Dans ce cas-là, on va plutôt être sur un remède qui s'appelle Podophyllum, donc Podophyllum. Autre chose qui peut être intéressante, ça va être le massage du ventre avec un macérat huileux de millepertuis. Donc déjà, le contact entre la mère et l'enfant, bon, toi, tu es en allaitement, donc le contact, il est déjà assez récurrent, mais le fait d'avoir un massage du ventre du bébé, déjà juste ça peut aider et soulager l'enfant par ce contact, mais si en plus de ça, ça s'est fait avec un macérat huileux de millepertuis et donc la chaleur de la main de la mère au niveau du massage, ça peut être vraiment aussi super intéressant pour le faire. Et le dernier point, si je reste un petit peu dans mes plantes médicinales, la catère, le gingembre, la mélisse, la guimauve, la valériane, tout ça en fait peut être pris en infusion par la mère juste avant l'allaitement, de manière à ce que le remède en fait se passe directement dans l'allaitement. Après, des remèdes, il y en a plein d'autres, si l'enfant est colérique, s'il n'est pas colérique, etc. Donc on pourrait faire une liste hyper longue, mais déjà tester ces 2-3 petites astuces pour l'aider à passer au travers de cette période-là, et les parents aussi, hein, ça peut être intéressant. Inès, est-ce que tu as déjà mis des choses en place par rapport aux coliques de ton bébé? Quand tu le vois vraiment gêné, à se tortiller, comme tu dis, est-ce que tu le portes sur ton bras? Tu sais, parfois, c'est ce qu'on dit de faire, de mettre la main en dessous pour que le ventre soit bien sur ton bras. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Ouais, voilà, oui, qu'il soit sur le ventre. Je n'avais pas encore entendu. Alors, être sur le ventre, j'avais entendu, mais sur le bras, j'avais pas encore entendu. Donc, je vais peut-être expérimenter. Voilà, ouais. Les fesses et les jambes au niveau de la main, et puis du coup tu mets sa tête dans le creux de ton coude, et puis du coup il a vraiment un vrai appui, tu vois, sur le ventre, et souvent ça soulage les bébés qui ont des coliques. Mais donc tu le berces, quoi, t'essayes que ça passe. C'est ça? Oui, oui, ouais. Ouais. En fait, l'image que tu nous donnes, c'est en mode Balou sur sa branche, quoi. C'est Balou sur sa branche, c'est tout à fait ça, j'adore la ref. C'est exact. Enfin, peut-être pas Balou, c'est le tigre, là, tu vois, on n'est pas... Oui, c'est vrai, c'est Bagheera, pardon. Bagheera. Je suis pas bon dans mes références. Inès, j'espère que ces références te parlent. C'est un peu moins Pokémon, mais... Ouais, voilà. J'ai l'image, c'est bon. Mais déjà, quelle chance d'avoir un allaitement qui se déroule bien. Je te souhaite bon vent, parce que souvent les 6 premiers mois c'est difficile, hein. J'imagine que c'est ce que vous entendez aussi, Pablo et Loïc, mais là dès le premier mois, si ça roule, tu peux te permettre le fenouil. Quelques coliques, mais pas grand-chose d'autre, c'est beau. Hein. Inès, écoute, j'espère qu'on t'a apporté quelques informations. Tu as bien pris note de tout ce qui s'est dit avec Pablo, avec Loïc. Tu avais peut-être une autre question, ou est-ce que ça va pour toi pour continuer à cheminer dans ce magnifique club très ouvert des jeunes mamans? C'est déjà pas mal du tout, et je prends avec plaisir tout ce qui est infusion, fenouil et des choses comme ça, parce que personnellement j'adore, donc tant mieux. Une petite fenouil gingembre. Mais tu risques d'avoir encore plus de lait, donc si tu n'as pas de problème de lactation, prépare-toi quelques bouteilles pour la nuit. Parfait. Ah ouais? Très bien. Ouais. Okay. Ouais, ça peut encore plus, peut-être engorger les seins, même si tu es encore le fenouil, fenouil, en plus d'aider aux coliques de bébé, ça stimule la lactation. Donc, et prends de l'iode. Prends de l'iode pour avoir un bébé intelligent.
C'est le moment, surtout Pablo C'est quand l'iode? Tout le temps, en fait. Pendant la grossesse, pendant grossesse. l'allaitement, tout le temps. De toute façon, toutes les femmes, on devrait tous prendre de l'iode tout le temps. Moi, j'en ai là, tu vois. Et c'est quoi? Tu te fais des cures de temps en temps? Ça fait partie des trucs que je pense qu'on devrait tout le temps prendre parce qu'on manque tous d'iode. Donc, Je me lève et je confirme pour les gens qui auront la référence. Ouais, Ah bah non, oui. c'est quoi la référence? Ah, c'est une pub des années 90. Je me lève. On se lève tous pour une célèbre marque. De l'iode. Voilà. De l'iode. On se lève tous pour de l'iode. Ouh, je crois que j'entends un bébé. Bon, bah Inès, on va te laisser à ton petit maintenant. Merci beaucoup d'avoir participé à Symbiose et à bientôt. Et si vous aussi, comme Inès, vous souhaitez participer à notre podcast, Symbiose, le libre podcast est là pour vous et il suffit de laisser un petit vocal via WhatsApp sur ce numéro 07 56 88 98 18, 07 56 88 98 18. Et puis en attendant de se retrouver, likez, partagez, n'hésitez pas à commenter notre podcast parce que c'est comme ça que vous allez le faire vivre et qu'on va se retrouver très bientôt. Merci beaucoup Loïc d'avoir été là. Merci Thémis, merci Pablo. Et merci Pablo, ouais. On se retrouve bientôt, Pablo, On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. autour d'un fabuleux barbecue et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.